Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info en ce jeudi 8 décembre, jour de l'Immaculée Conception. Nous consacrerons une large partie de ce journal à l'épilogue des célébrations autour de la commémoration du 100e anniversaire de la disparition du prince Albert Ier. Pendant 2 jours, le prince Albert II a marché sur les pas de son trisaïeul à Paris et dans les Yvelines, à Médan notamment, où se trouve la maison Zola et le musée Dreyfus. Et puis à l'UNESCO, c'est l'écrivain et académicien Éric Orsena qui a rendu un vibrant hommage à Albert Ier. Il sera notre invité dans quelques instants. De retour en principauté, nous évoquerons 2 chantiers, l'un en cours, l'autre à venir. 2 grands projets pour des restaurants emblématiques de Monaco. Nous ferons tout d'abord le point sur l'avancée des travaux au Café de Paris. Puis nous évoquerons le devenir du Stars & Bars qui va fermer pour mieux renaître. Et puis Noël se prépare entre décorations somptueuses, sentiers de roller ou bien encore vente traditionnelle de petits pains. Voilà pour les grands titres que nous allons développer dans ce journal. Mais c'est donc à Paris et sa région que nous amène le premier dossier de cette édition. Il est consacré au prince Albert Ier, dont nous avons commémoré tout au long de l'année le 100e anniversaire de la disparition. Le prince Albert II était à Paris pendant 2 jours pour la clôture de cette année de célébration. Et c'est dans les Yvelines qu'a débuté la 2e journée de ce déplacement. Le souverain s'est rendu à la maison d'Émile Zola et au musée Dreyfus, où il a été accueilli par les descendants de l'écrivain et du capitaine. Voyez ce reportage d'Émilie Rousseau et Jean-Alexandre Dordet. Médan, charmante commune des Yvelines, est située sur la route historique des maisons d'écrivains. Si Alexandre Dumas avait élu domicile non loin de là, à Port-Marly, un autre grand auteur avait fait le choix de prendre de la distance avec la capitale française pour trouver refuge en pleine nature. Ici vécut et écrivit Émile Zola. Il se dit que nulle part ailleurs il ne fut plus heureux. C'est dans cette maison de la rue Pasteur que l'auteur trouva l'inspiration pour écrire ses plus grandes œuvres littéraires. Zola a été aussi le maître d'œuvre de cette maison. Il l'a pensée tel un décor de livre et c'est tout cet esprit qu'ont voulu faire revivre les propriétaires de cet antre. On l'a restauré grâce à une documentation qui permettait de le faire. Zola avait pris beaucoup de photos, on avait quelques meubles et on a vraiment essayé de reconstituer à l'identique tout en laissant perceptible la vie de la maison, la vie de Zola dans son quotidien, dans son intimité. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, on visite la maison, il n'y a même pas de cordon pour protéger les meubles, ce qui donne aux visiteurs la possibilité vraiment de rentrer en contact avec l'intimité de Zola écrivain. Et du Zola qui accueillait ses amis les soirées de Médan et qui vivait les belles années de sa vie. Et les lieux sont une véritable invitation à l'histoire. Au-dessus de la cheminée de son cabinet d'écriture, cette phrase « pas de jour sans une ligne », tel un leitmotiv pour Émile Zola, qui était également un écrivain engagé, car c'est ici qu'il a puisé la force de plaider la cause d'Alfred Dreyfus. Cette affaire d'État est au cœur du musée qui jouxte la maison de l'auteur. Plus de 500 documents retracent ce qui fut l'affaire qui a divisé la France en 1894. L'idée, c'était de penser un musée qui s'adresse à tous les publics, des gens qui connaissent l'affaire, des gens qui croient connaître l'affaire, des gens qui l'ignorent complètement, des gens, comme je l'entends souvent, qui pensent que Zola est célèbre pour avoir écrit Les Misérables. Et voilà, et donc l'idée, c'est d'offrir comme ça un musée à plusieurs niveaux de lecture qui va permettre de comprendre pas nécessairement en fait la manière dont s'est déroulé l'événement, parce qu'il me semblait que c'était pas forcément très productif, mais en tout cas qu'on comprenne les enjeux, les implications et surtout l'actualité de l'affaire Dreyfus. À l'époque, le prince Albert Ier était intervenu publiquement pour prendre position dans cette affaire. On le retrouve ici en soutien aux côtés d'écrivains, de savants, d'hommes politiques. Le trisaïeul du prince Albert II avait plaidé devant le président Faure pour la libération d'Alfred Dreyfus, condamné à la perpétuité. Un engagement qui lui colla à la peau, mais qui lui valut de nouvelles amitiés. Et c'est enfin au siège de l'UNESCO dans Paris que s'est refermé ce déplacement mémoriel. Un très bel hommage a été rendu au prince Albert Ier lors d'une conférence donnée par l'écrivain et académicien Éric Orsena. Il s'est attaché à démontrer combien le prince Albert Ier avait contribué par son œuvre à mettre la science au service de l'humanité. Éric Orsena est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir madame.
Cela a été souligné tout au long de cette année de commémoration à Monaco, mais aussi depuis 2 jours à Paris. L'action et l'engagement du prince Albert Ier ont été largement reconnus dans de nombreux domaines, au premier rang desquels la science. Et c'est cette facette que vous avez souhaité évoquer pour lui rendre hommage. Pour quelles raisons avez-vous choisi cette thématique de la science, vous, l'homme de lettres? J'ai eu cette chance incroyable d'être élu à l'Académie au fauteuil de Jacques-Yves Cousteau et de Louis Pasteur. C'est-à-dire 2 personnes qui nous ont permis d'accroître notre connaissance du monde vivant. Ce qu'il y avait sous la surface avec Cousteau et ce qu'il y avait dans le tout petit, de tous les petits organismes, les microbes qu'on appelait pas ainsi, avec Pasteur. Et le prince Albert Ier, c'est exactement ça. Il nous a permis d'agrandir notre connaissance et surtout donner un modèle que la curiosité n'est pas, selon cette phrase stupide, un vilain défaut, c'est l'indifférence qui est un vilain défaut. Et que la curiosité, au sens étymologique, ça vient du mot cura, qui veut dire le soin. Donc la curiosité soigne le monde. Et c'est ce qu'a fait le prince Albert Ier. Et il nous a donné aussi un autre exemple, c'est qu'on pouvait mener un nombre incroyable de vies. C'est-à-dire, c'est l'incarnation même, lui, de la biodiversité. Parce qu'on peut s'intéresser à l'océan, on peut s'intéresser aux technologies comme l'hélicoptère, comme la voiture, on peut s'intéresser au sport, et puis aussi être porté par une sorte d'ambition de fraternité pour les êtres humains, juste alors que la guerre de 14-18 allait commencer. J'ai un respect, une admiration absolument infinie pour ce prince Albert. Comment a-t-il contribué à mettre la science au service de l'humanité ? Il s'est rendu compte assez vite que si on ne transmettait pas ce savoir, les scientifiques allaient rester dans leur monde et qu'au mieux on ne s'occuperait pas d'eux et au pire on contesterait leurs recherches. Donc il fallait se mettre au service aussi de la communication de tout ce qu'on allait découvrir. Et c'est un maître dans ce domaine, ce qu'on appelle de ce très vilain mot français qui s'appelle vulgarisation et qu'en anglais c'est plus joli, de popularisation. C'est-à-dire la science c'est aussi pour chacun. Et c'est ça ce qu'il a montré. Alors évidemment toutes ces découvertes, moi qui me ravissent puisque je l'ai mieux connu en écrivant un livre sur le Gulf Stream. Comme je naviguais, je voulais savoir d'où venaient les courants. Et il a fait un travail énorme en lançant des flotteurs un peu partout pour voir quel était le mouvement de la mer, quelle était la profondeur de la mer, et puis tous ces animaux qu'il a découverts. Et puis, enfin, c'est inouï ce qu'il a agrandi notre savoir sur cette planète absolument merveilleuse. Mais franchement, quand je vois qu'il y a des gens qui dépensent des fortunes dans cette idée absolument imbécile pour s'installer sur Mars, alors je veux dire qu'il y a vraiment des malades mentaux sur notre planète. Alors vous l'avez dit, il a conduit des expéditions, il était dans l'action, mais il a aussi beaucoup servi les autres. Il a toujours fait preuve d'engagement et au-delà de l'aspect scientifique, on l'a dit, il y a eu l'engagement dans l'affaire Dreyfus et puis il a tenté de jouer les médiateurs entre la France et l'Allemagne avant que n'éclate finalement la Première Guerre mondiale. Il était dans l'action. Il était dans l'action, il était dans la preuve que la fraternité est possible, c'est-à-dire la fraternité entre l'espèce humaine et puis les autres espèces, et dans la fraternité entre humains, avec un courage incroyable et une liberté incroyable. Ce qu'il a fait pour Dreyfus, c'est quand même inouï. Ce qu'il a essayé de faire de médiation pour éviter ce suicide de l'Europe qui est la guerre de 14-18, c'est quand même incroyable. Et très tôt, je me souviens de mon père et ma mère qui me racontaient des histoires d'Albert Ier et disant bah, « t'es pas prince, tu t'appelles pas Grimaldi, mais essaye de faire 2-3 trucs qui ressemblent un peu à ce qu'a fait le prince. » Cela aurait pu être un personnage de roman. Ben, c'est un personnage de roman vrai. Qu'est-ce que la science? C'est un roman vrai. Vous savez, moi, j'ai mis longtemps à m'intéresser à la science, mais depuis 25 ans maintenant, je suis passionné par la science. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est Il était une fois, mais ce Il était une fois, c'est Il était une fois la vérité. Pourquoi il était au service de la connaissance? C'est que cette connaissance allait permettre le progrès, pas l'accumulation des biens. Il a été très, très vigilant là-dessus. Et donc, c'est un personnage tout à fait considérable. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que, on fête, si je puis dire, les 100 ans de sa mort, mais plus le temps passe, plus on voit qu'au fond, il est chez nous.
Mais alors justement, c'est ma dernière question. Vos parents, vous en avez parlé, vous l'admirez. Au-delà des frontières monégasques, est-il aujourd'hui reconnu à sa juste valeur, le prince Albert Ier ? Mais c'est à nous de le faire, c'est à nous de le faire. Il a été vers les autres, il faut que les autres viennent vers lui et il faut qu'il y ait des sortes de navigateurs qui portent sa parole. Vous savez, je suis en train de lancer une sorte de parrainage, d'adoption des classes de notre éducation nationale avec des rivières pour essayer de préserver, d'adopter, d'aimer, de comprendre ce que c'est qu'une rivière. C'est ce qu'il a fait. Donc c'est notre exemple, à nous de nous réveiller. Éric Orseda, formidable témoin et formidable ambassadeur. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions en duplex de l'UNESCO. Merci. Bonne soirée, à bientôt. Et en préambule à cette conférence donnée par Éric Orsena, le prince Albert II s'est entretenu avec la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, toujours au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Vous le voyez sur ces images, était présent notamment lors de cette rencontre Anne-Marie Boisbouvier, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, délégué permanent de Monaco auprès de l'UNESCO, le ministre des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Béraud-Amadei, et Patrice Célario, ministre de l'Intérieur. Le prince qui dresse le bilan de cette année de commémoration et plus particulièrement de ce déplacement à Paris, il s'est confié à Émilie Rousseau. Je crois que c'était tout à fait naturel que Paris est une place de choix et une place privilégiée dans cette année de commémoration. C'était non seulement une évocation de tout ce qu'il a pu faire, de tout ce qu'il a pu connaître ici à Paris, mais aussi de voir à quel point il avait tissé des liens avec plusieurs institutions. Son œuvre de science, de lumière et de paix trouve tout son sens ici à Paris, dans toutes les personnes et dans toutes ces relais intellectuels qu'il a pu avoir. Tout cela fait sens et est une conclusion extraordinaire pour une année qui vraiment une très très belle commémoration du prince Albert Ier dans toutes ses dimensions. Ouvrons un chapitre consacré aux nouveaux visages de 2 restaurants très fréquentés et qui font partie, à leurs degrés divers, de l'histoire de Monaco. Il y a tout d'abord le mythique Café de Paris qui va connaître en 2023 une nouvelle jeunesse. C'est un projet colossal de près de 40 millions d'euros qui est en cours. L'inauguration est prévue l'été prochain. Frédéric Elion fait le point sur l'avancée des travaux sur des images d'Alexa Vial. C'est un chantier d'envergure avec près de 3000 mètres carrés de surface neuve. Un projet de rénovation de près de 40 millions d'euros pour cet établissement mythique de la SBM. 180 personnes travaillent actuellement sur le site du futur Café de Paris. Un chiffre qui atteindra la barre des 250-300 ouvriers d'ici début 2023. Pour l'instant, les délais sont respectés et les travaux avancent bien en vue d'une ouverture espérée pour fin juin, début juillet 2023. On a franchi une étape importante début septembre avec la fin des travaux de confortement des fondations qui ont permis justement de continuer de monter et de créer ces nouveaux niveaux en fait qui n'existaient pas puisque on est actuellement à l'emplacement où se trouvaient avant les toiles rétractables de la terrasse extérieure de la brasserie. Donc vous êtes actuellement là sur la future terrasse du premier étage de la brasserie, ce qui vous permet de découvrir un peu la vue qu'elle offrira. Le gros œuvre donc a pris cette dimension plus visible à partir de début septembre et devrait s'achever donc fin janvier avec donc au-dessus de nos têtes la dalle qui va être réalisée ici sera achevée. Cette dalle accueillera à terme Amazonico, un nouveau restaurant au concept brésilien avec une cuisine axée sur la viande. Les contours de la future brasserie, prévus sur 2 étages, commencent aussi à se dessiner avec un puits de lumière. Les volumes qui accueilleront les futures boutiques de luxe le long de l'allée François Blanc sont désormais visibles. Les premières boutiques seront mises à disposition des locataires au cours du premier trimestre 2023 pour leur permettre d'aménager les intérieurs avec leur propre architecte. Et un autre établissement dans le quartier du Port Hercule, cette fois, va lui aussi opérer une mutation, mais complète. Après 30 ans d'activité, le restaurant Stars & Bars fermera ses portes le 27 janvier prochain. D'ici là, l'équipe va proposer plusieurs animations souvenirs. Vanessa Dessy et Alexa Vial sont allés à la rencontre de Didier Roubiolo, le cofondateur historique de ce concept inédit.
C'est vraisemblablement une page qui se tourne en plein cœur du paysage monégasque. Après 30 ans d'activité, le Stars & Bars fermera définitivement ses portes le 27 janvier 2023. Le concept inédit est né à l'initiative d'un couple pionnier en 1993 sous l'impulsion du gouvernement princier. On avait le Texan et avec Kate, un ami de Kate, avait une vieille usine à Fontvieille. Et était aux États-Unis, il nous a dit, tu sais, j'ai cette vieille usine, il y a 4 niveaux, pourquoi vous n'en faites pas quelque chose? Il nous a laissé les clés et on a passé quelques week-ends dans cette usine à réfléchir à ce qu'on pourrait faire. Et c'est là où a été créé Stars & Bars. Donc au départ, ça devait être Fontvieille, c'est le gouvernement, quand ils ont vu le concept, ils venaient de racheter les locaux sur le port, ils nous ont dit non, on ne va pas vous mettre à Fontvieille, on va vous mettre sur le port. On était les seuls dans cette usine, il n'y avait même pas de courant. On n'avait ouvert que le Blues. Si les premiers gens se souviennent. Donc parce qu'on n'avait pas assez, entre la dépense à Fontvieille et ici, d'argent pour finir les travaux du restaurant. Donc on a ouvert le club en début juillet 93 et c'est parti de suite. Et en septembre, on a ouvert le restaurant. Et aujourd'hui, 30 ans que le concept bat son plein, il est donc l'heure de faire le bilan. 15 années incroyables et 15 années avec Kate où on a pris beaucoup de conscience, où on a commencé à partager notre bateau avec des scientifiques, à voir différemment. Après la rénovation de 2012, on a commencé à vraiment aller sur un optique parce qu'on se rendait compte un peu de notre environnement. Et Kate m'a laissé. Et ça, c'est le plus dur. Et voilà, donc maintenant je vais me reprendre. Mais je voulais faire quelque chose avec elle. Et c'est ce que je vais faire. Donc elle est derrière moi. Et aujourd'hui, je pense qu'on a fait un très beau chapitre. Et on va faire un deuxième chapitre. Je ne peux pas trop en parler maintenant. Je vais profiter des derniers mois qui me restent avec Stars & Bars. En attendant, il ne vous reste que quelques semaines pour profiter du Stars & Bars qui propose de nombreuses animations. D'ici là, on a remis les anciennes recettes sur la carte. On a mis le bobsleigh pour que les gens puissent se monter, puisque c'était un des premiers dons de Monseigneur, qui était son premier bobsleigh pour les Olympiques. Ouais, il y a beaucoup de photos, on les a mis sur la carte. Toutes les pièces inédites du Stars & Bars feront partie d'une vente aux enchères d'exception. Oui, beaucoup d'émotions dans ce reportage et c'est vrai que l'on a tous une pensée pour l'extraordinaire Kate Powers, dont l'énergie débordante et le sourire sans faille étaient très inspirants. Faites une belle action à quelques jours de Noël. Comme chaque année à cette période, le Kiwanis Club met en vente des pains de Noël. Le fruit de cette vente va permettre de financer les actions du club qui vient en aide aux enfants du monde entier et souhaite œuvrer plus généralement pour un monde meilleur. Et pour acheter ces pains, il faut vous rendre au centre commercial Carrefour demain vendredi et samedi toute la journée. La Société des Bains de Mer met de la magie un peu partout dans son resort à l'occasion des fêtes de fin d'année, à commencer par ce magnifique jardin scintillant de mille feux à l'Hôtel de Paris, un véritable dépaysement. Et puis en extérieur, c'est la place du Casino qui cette année encore a été décorée dans la thématique des fêtes et de l'hiver. Vous pourrez même y pratiquer le roller dans un sentier dédié, de beaux moments à passer en famille. Une autre idée de sortie avec cette projection organisée par l'Institut audiovisuel. Adaptée de l'un des célèbres romans de l'écrivain irlandais James Joyce, vous pourrez découvrir le film Les gens de Dublin le 13 décembre au Théâtre des Variétés. Il s'agira du film de Noël du cycle Tout l'art du cinéma. Et pour nous en parler, le directeur de l'Institut, Vincent Vatrican. Alors l'histoire se déroule au moment de l'Épiphanie, pendant les fêtes qui suivent Noël. En Irlande, deux vieilles dames reçoivent chez elles la haute société irlandaise, des amis, la famille. Et mine de rien, autour de ce dîner, les langues vont se délier et un certain nombre de secrets vont remonter à la surface. Le cinéma de John Huston est un cinéma âpre, très viril, et là au contraire c'est un cinéma tout en sensibilité, et sensibilité même plutôt féminine, donc c'est pour ça qu'on n'attendait pas Huston dans ce registre-là, et ce film est absolument épatant. Mais je crois justement que ce film-là a fédéré un peu tout le monde, puisque Huston a été un peu décrié par une partie de la critique, et autour de ce film qu'il a tourné donc tardivement, il avait 80 ans, mais c'est
été le film de sa vie et qui effectivement a fédéré toutes les opinions et le film a été vraiment salué par la critique comme sans doute un de ses plus beaux films. Vincent Vatrican était interviewé par Sandrine Nègre. Et Les gens de Dublin de John Huston, ce sera donc le 13 décembre à 20 h au Théâtre des Variétés. Les jours ensoleillés de début de semaine ne seront bientôt plus qu'un doux souvenir. Le temps a tourné aujourd'hui dans l'après-midi et cela ne va pas s'arranger. Vanessa Dessy, bonsoir. Bonsoir à tous. De la pluie est attendue sur le territoire. Les températures resteront assez élevées. Elles iront de 11 à 12 degrés. Le soleil se lèvera à 7h50 et se couchera à 16h54 et nous fêterons les Théodores. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Nous nous retrouverons demain à 19 h pour nous quitter. La série de photos de fin de journal. Elles sont signées Stéphane Dana et ont été prises sur le chantier du Café de Paris, un chantier d'envergure dont le terme est prévu mi-2023. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.